Mesdames, Messieurs, bonjour à toutes et à tous, bienvenue au journal. Après plus de 2 décennies de mise en œuvre, le processus de décentralisation a besoin de nouveaux référentiels pour atteindre sa vitesse de croisière. La réflexion s'est menée cette semaine à Koudougou. Les pluies qui tombent de manière régulière permettent d'alimenter nos barrages et autres cours d'eau. Ce midi, nous nous intéresserons à la manière de mesurer le niveau de remplissage des barrages. Maïmouna Traoré s'est jetée à l'eau pour nous. Le Conseil des ministres de l'École inter-État des sciences et médecine vétérinaire de Dakar se tient à Ouagadougou. Avec son directeur général, nous découvrirons davantage cette école sous-régionale qui a 48 ans d'existence. Monsieur le directeur général, bonjour et bienvenue sur ce plateau. Merci beaucoup, monsieur. Ok. Plus de 20 ans après la mise en œuvre du processus de décentralisation, l'heure est venue de créer de nouveaux référentiels, d'où cette rencontre multisectorielle qui a regroupé à Koudougou ministère, organisation de la société civile et partenaires techniques et financiers. Les participants ont planché autour des questions d'harmonisation et de coordination de la décentralisation du processus de financement et du développement de la gouvernance locale. Reportage Roger Kam, Ismaël Dilouma, Sirima. En quête de nouveaux référentiels de la décentralisation, le ministère en charge de la question a réuni différents acteurs pour des échanges. Tous les ministères ont été représentés à l'exception de la défense et des affaires étrangères. Avant de définir de nouveaux axes de la décentralisation, un diagnostic global des anciens référentiels a été établi. Sur cette base, les participants se sont penchés sur les thématiques de l'harmonisation et de la coordination du processus de la décentralisation, ainsi que de son financement. Il y a des efforts, certes, mais encore il faut améliorer, il faut accélérer le processus avec une programmation, il y a des réalistes et réalisables. Vous avez la planification locale, pratiquement toutes les collectivités disposent de ces instruments de planification socio-économique et les plans communaux de développement, les plans régionaux de développement, c'est bien, mais il y a des insuffisances dans le cadre de la mise en œuvre qu'il faut corriger. Et ces corrections devraient permettre d'obtenir des référentiels juridiques et stratégiques en cohérence avec les nouveaux enjeux locaux. Après la vision prospective, nous faisons vraiment un enchaînement de vases communicants entre ces référentiels. Après la vision prospective, c'est la politique nationale qui sera élaborée et ensuite enchaînée avec la stratégie décennale et son plan d'action. L'ensemble de ces étapes devrait être finalisé avant la fin du mois de novembre. La décentralisation est toujours à la recherche de ses marques. La preuve, une session extraordinaire du conseil municipal de Fada s'est tenue sous tension hier. Des conseillers municipaux de l'opposition et leurs partisans ont voulu empêcher cette rencontre. L'intervention des forces de l'ordre a permis aux conseillers de la majorité présidentielle de se réunir et d'épuiser l'ordre du jour. Nestor Youbare Mamadouba à Fadangourma. Les mains nues, 45 conseillers municipaux démissionnaires et leurs partisans de la coalition des partis politiques de l'opposition manifestent devant la mairie de Fadangourma. Ils refusent l'accès aux conseillers municipaux de la majorité présidentielle de participer à une session extraordinaire devant se pencher sur l'examen et l'adoption du règlement intérieur et la mise en place des commissions permanentes. On nous a informé comme quoi nos 2 conseils ont été séquestrés par le maire. C'est pourquoi ce matin, nous sommes venus pour dire tout simplement au maire de nous donner nos conseillers et il peut tenir sa session. Le parti majoritaire dément ces allégations qu'il qualifie de mensongères. Ce n'est pas vrai. Nous ne pouvons pas séquestrer 2 conseillers de l'opposition, ce n'est pas possible. Nous avons programmé une session extraordinaire. Cette session d'ailleurs c'était pour démontrer que nous pouvons tenir une session, nous pouvons atteindre le quorum pour notre session. Alors nous avons pris toutes les dispositions pour que nos conseillers participent effectivement à cette session. Cette version des faits est confirmée ici par les conseillers en question qui sont en réalité au nombre de 3. Personne ne m'a envoyé ici, c'est moi-même qui ai quitté la maison pour venir chercher. Jusqu'à la mi-journée, les forces de sécurité tentent une médiation, mais les positions des frondeurs restent inchangées. Et comme force doit rester à la loi, la réplique des FDS est immédiate.
L'hôtel de ville est enfin libre d'accès. Les conseillers municipaux peuvent tenir leur conseil extraordinaire sous bonne escorte. Les pesticides occupent une place de choix dans la production agricole. Le secteur des fruits et légumes les utilise sans discernement. Les pesticides viennent de partout sans que l'on ne se pose la question de leur dangerosité pour l'homme. L'une de nos équipes est allée sur les traces de ces produits. Adama Guiti, Daouda Ouattara, Oumar Zombri. Oumarou Kaboré répand sur sa production d'oseille un pesticide dont lui-même ne connaît ni le nom, ni l'origine et encore moins ses probables effets sur l'organisme humain. Comme ces feuilles d'oseille, laitues, tomates, choux, poivrons et autres légumes sont soumis au même traitement, soit de façon préventive ou curative. Si on pulvérise ces feuilles, elles deviennent inconsommables sur le champ. Et si tu t'hasardes à les consommer, ça peut être dangereux. La salade se carame maximum 40 jours. À partir du 20e jour, là, on n'hésite plus. On met plus le produit là. Ces légumes se retrouvent dans les étals au marché et autres lieux de vente. Certaines vendeuses ont conscience que ces produits de grande consommation sont soumis à des traitements chimiques qui peuvent s'avérer dangereux, même si elles ne savent pas à quel point elles préconisent néanmoins le lavage avant consommation. Le client peut tomber malade s'il consomme sans laver les salades ou autres légumes. Donc nous les conseillons de les laver au permanganate ou à l'eau de javel. Au service pesticides et engrais du Laboratoire national de santé publique, l'on mène des analyses pour connaître le degré de toxicité de ces pesticides. Si les pesticides sont très mal utilisés, peuvent se retrouver dans les produits. Et quand ces produits sont consommés à long terme, il peut arriver justement qu'il y ait des problèmes de santé qui peuvent entraîner, on peut le dire, peut-être des problèmes d'allergie. Et on peut citer aussi également, entre autres, on peut avoir des cancers. Les résidus de pesticides se retrouvent parfois dans les plats crus ou déjà cuits. Et le technicien de santé publique de lancer un appel aux consommateurs. Il faut que chacun puisse s'enquérir des bonnes pratiques d'utilisation des différents produits, des principes de lavage et de décontamination, de cuisson également, pour que les teneurs de ces pesticides-là, à la fin, dans le plat du consommateur, soient vraiment réduits et ne causent pas de risque pour la santé. Les pesticides chimiques sont les plus utilisés de leur gamme, quand bien même il existe des pesticides naturels à base d'extraits de plantes, mais ils sont peu connus ou peu utilisés, faute de vulgarisation ou de résultats probants sur les parasites de plus en plus résistants. L'école inter-État des sciences et médecine vétérinaire de Dakar tient à partir du 2 septembre prochain plusieurs rencontres à Ouagadougou. C'est l'occasion pour nous de nous entretenir avec le directeur général de cette école, le professeur Ilassé Kaboré. Bonjour professeur. Bonjour. Alors, vous êtes le directeur général de cette école qui est à Dakar et il y a plusieurs réunions qui vont avoir lieu à partir du 2 septembre prochain ici à Ouagadougou. C'est une occasion pour connaître cette école. Alors, l'école a été créée en 68, c'est ce que nous pouvons retenir, mais est-ce que vous pouvez nous dire davantage sur cette école? Très bien. Je vous remercie de me donner la parole et puis merci à la RTB. L'école inter-État est un établissement, comme vous l'avez dit, sous-régional, public, pour l'enseignement supérieur et la formation professionnelle vétérinaire. Alors, elle regroupe actuellement 15 États membres d'Afrique de l'Ouest, de Centre et 2 pays d'Afrique de l'Est, le Rwanda et le Burundi. Alors, c'est une école qui a été créée en 68 par l'OCAM, ça fait partie des institutions mises en place par l'OCAM et qui a, j'allais dire, évolué sous le couvert de l'OCAM pendant un certain temps. Et à la dissolution de l'OCAM en 76, l'école a pris son indépendance. Donc, de sorte qu'on a mis l'école sous la tutelle d'un conseil d'administration qui est composé de l'ensemble des ministres en charge de l'enseignement supérieur des pays membres. Alors, vous avez parlé donc de cette école mise en place, créée en 1968 par l'OCAM. Et voilà. Et quelles sont ses filières et quelle est sa vocation principale? Sa vocation principale, au départ, c'était pour la formation des docteurs vétérinaires. Et pour cette formation et alimenter le contenu des formations, nous avons associé la recherche pour aider un peu à résoudre certaines problématiques de l'élevage et de la santé animale dans nos pays.
Et à partir de 1994, on s'est rendu compte qu'avec la dévaluation, les différentes crises, il fallait revoir la mission de l'école. Donc on a associé à ces deux premiers objectifs la mission de mettre l'expertise de l'école à la disposition des États et du secteur privé. Voici donc les 3 missions essentielles qui sont définies à l'école vétérinaire. Donc vous avez parlé au début de cette filière-là. Comment on fait pour accéder à l'école-là qui est à Dakar et qui est sur le campus de Cheikh Anta Diop? Alors pour accéder à l'école, il y a 2 voies essentielles. La première voie, c'est le baccalauréat série scientifique. La seconde voie, elle est professionnelle. Et donc, il y a des passerelles qui nous permettent, des personnes qui travaillent déjà ou qui sont dans d'autres disciplines, mais disciplines agricoles, de pouvoir accéder à l'intérieur de l'école, tout en essayant de voir un peu, de comparer les 2 institutions. On trouve une passerelle donc pour l'introduire dans notre dispositif du cursus de formation. Voilà, depuis sa création en 1968, est-ce que l'école a pu former de nombreux cadres africains? Est-ce qu'il y a eu des Burkinabés qui ont pu bénéficier d'une formation dans l'ISMV? Exact. Il y a l'école, depuis sa création jusqu'à très récemment au mois de juillet, a formé près de 1350 docteurs vétérinaires, près de 200 de niveau master, et puis près de 1000, j'allais dire entre 800 et 1000 dans la formation professionnelle. Alors parmi donc ces vétérinaires qui sont formés, le Burkina en a formé 103 exactement. Et actuellement, il y a 28 qui sont en formation actuellement au niveau de l'école burkinabé. Alors, on sait que l'école des vétérinaires, et voilà, les médecines vétérinaires, on parle beaucoup, on a parlé ces derniers temps de grippe aviaire, voilà, de poulets qui ne sont pas, en tout cas, digestes, qui ne sont pas, en tout cas, recommandés pour la consommation. Est-ce que vous intervenez dans ce secteur-là aussi? Absolument, absolument. Nous intervenons de plusieurs façons, soit par la formation et la compétence qu'on donne aux vétérinaires pour s'occuper de ces différents volets, soit par des actions d'expertise, parce que nous disposons au niveau de l'école de ce qu'on appelle des plateaux techniques, qui sont des laboratoires spécialisés que nous mettons à disposition des États qui en sollicitent, ou à disposition des organisations régionales telles que l'UEMOA ou la CBAO, qui nous sollicitent donc pour jouer ce rôle sanitaire. Parce que le vétérinaire, c'est celui qui est au premier plan de la lutte sanitaire. Et donc, du coup, nous sommes un peu plus submergés par ce genre de sollicitations. Alors, le Burkina dirige cette école prestigieuse qui est à Dakar, par votre entremise. Et comment s'est passé ce processus-là pour que vous puissiez diriger l'école inter-État? Voilà. Donc, je voudrais, peut-être avant de dérouler le processus, remercier, c'est l'occasion solennelle peut-être de remercier les autorités du Burkina qui n'ont ménagé aucun effort pour m'appuyer, m'accompagner et aller jusqu'à l'élection. Je sais qu'il y a un effort essentiel qui a été fait par le président de la République, par le Premier ministre et par surtout le ministre de l'Enseignement supérieur et le ministre des Affaires étrangères, qui ont beaucoup œuvré pour que nous aboutissions à ce résultat-là. Alors, pour arriver donc à la tête de l'école, c'est un processus qui est ouvert à l'ensemble des pays membres. Et donc, c'est un appel à candidature qui est lancé par le conseil d'administration sur la base, j'allais dire, d'un cahier de charges et des dossiers à fournir. Mais à côté donc de ces dossiers techniques, il y a l'appui diplomatique qu'il faut donc ébranler et faire donc du porte-à-porte dans les pays pour avoir donc ce consensus-là. Une sorte de lobbying. De lobbying. Et puisque tout se passe par vote, et Dieu merci, je crois que la diplomatie burkinabé a beaucoup œuvré. Et enfin, quand nous sommes retrouvés à 11 voix, sur 14 présents, il y a 11 voix qui ont voté pour le Burkina. Voilà, c'est également l'occasion pour parler de la contribution du Burkina dans l'émergence, en tout cas le rayonnement de cette école. Qu'est-ce que le Burkina fait de particulier? Ou bien le Burkina met sa contribution dans le grand panier des 15 États membres? Oui, je pense que le Burkina a toujours été aux côtés de l'école, parce que je suis le deuxième directeur de burkinabé de l'école. Il y a eu un premier, le professeur Séré, qui également a eu le soutien du Burkina pour accéder à ce poste-là. Et depuis, le Burkina a toujours contribué à participer aux différentes instances de l'institution pour apporter sa contribution en termes de pédagogique, en termes administratifs et de développement de l'institution. Et je sais qu'aujourd'hui, en accueillant le conseil d'administration, le Burkina montre encore une fois sa disponibilité pour accompagner cette institution-là. Donc je pense qu'il y a un travail qui est fait et on continuera. Donc surtout maintenant que je suis là, il y aura un travail d'approfondissement qui sera fait pour que l'école
aille de l'avant. Voilà, venons-en, professeur Kaboré, à ces réunions qui se tiennent à Ouagadougou à partir du 2 septembre. Exact. Il y a la réunion des experts et puis il y a le conseil d'administration. Voilà, quelle est la pierre angulaire de ces rencontres-là? Alors, en fait, c'est un organe statutaire qui se tient tous les ans et qui aborde toute la problématique même de développement de l'école en termes pédagogiques, scientifiques, administratifs et financiers. Alors cette année, ayant pris l'école il y a environ 8 mois, depuis janvier dernier, alors j'ai eu à constater certaines choses qui sont rémanentes au niveau de l'institution, c'est l'aspect financier. Et donc j'ai essayé de sensibiliser un peu certains ministres pour leur montrer la nécessité de réfléchir et de voir quel est le modèle de financement qui peut être utile à cette école. Parce que ce modèle qui est aujourd'hui mis en place n'est pas viable à mon avis. Il a permis à l'école de fonctionner, mais l'école peut faire plus, nettement plus. Et donc il faut revoir ce financement-là, voir dans quelle mesure on peut mettre l'école dans un contexte financier qui lui permette vraiment d'éclore ses compétences et de développer sa capacité pour aider le pays. Un autofinancement ou bien un apport extérieur? Il y a l'autofinancement qui est déjà en cours, mais il y a les concurrences. Vous savez, ce n'est pas évident. Dans un contexte vétérinaire, vous avez des concurrents qui ne sont pas africains, qui sont extérieurs, qui ont beaucoup plus de poignes, beaucoup plus de moyens pour aller vers, alors que nous essayons comme on peut, par notre lobbying, notre communication, mais ce n'est pas suffisant. Je pense que dans un premier temps, il faut un appui extérieur qui nous donne cet élan-là, et cet élan que nous allons fructifier pour avoir une base solide pour aller vers l'avant. Alors, de manière générale, qu'est-ce que vous attendez des rencontres qui vont avoir lieu le 2 septembre et le 5 septembre ici à Ouagadougou, de manière générale, pour cet entretien? Voilà, de manière générale, ce que j'attends, d'abord la réussite de cette affaire. Je sais que M. le ministre a vraiment tout à cœur que cette réunion se tienne et que ça soit un honneur pour mon pays. La deuxième, c'est les résultats auxquels on peut attendre du contenu. Je pense qu'il y a l'aspect financier, il faut qu'on réfléchisse pour trouver des solutions. Elle n'est pas immédiate, mais ça peut être des approches de solutions que nous allons peut-être approfondir chaque fois pour qu'au conseil d'administration prochain, on puisse peut-être trouver la solution idéale. Je mise sur ce conseil, ce conseil, je le mets sous la bannière de modèle de financement, ou quel financement il faut faire pour l'école vétérinaire. Tous les États membres seront là les 15? Les 15, non. Il y a un État membre qui n'a pas répondu. Mais au niveau ministériel, nous avons déjà 10 États au niveau ministériel et il y en a 4 qui ne sont pas au niveau ministériel mais qui sont représentés par des directeurs ou par des administrateurs. Voilà, merci beaucoup au professeur Yelassé Kaboré, directeur général de l'école inter-État des sciences et médecine vétérinaire, l'ISMV de Dakar, pour toutes ces précisions sur ce plateau ce midi. C'est sûr que nous nous retrouverons au cours des prochaines semaines, prochains jours pour parler donc de cette école-là. Je vous remercie, moi aussi. Les pluies qui tombent régulièrement sont de l'eau bénie pour les producteurs et les retenues d'eau. En premier lieu, les barrages qui alimentent les consommateurs des villes et campagnes. Mais comment mesure-t-on le niveau de remplissage des barrages? Il existe un dispositif que nous allons découvrir à travers ce sujet réalisé par Mokhtar Ouedraogo et Maïmouna Traoré. Vue d'un œil de profane, cette échelle, placée au barrage numéro 3 de Ouagadougou, peut paraître banale, voire inutile. Et pourtant, pour ces spécialistes en hydrologie, elle a toute sa raison d'être. L'échelle est installée là, au niveau le plus bas du barrage, pour répondre à un besoin spécifique. Les échelles sont donc un dispositif qu'on a mis pour pouvoir recueillir l'information. Ces niveaux d'eau-là sont traités au niveau donc du logiciel pour donner les débits. Parce qu'il y a la relation entre le niveau d'eau et le volume d'eau pour les barrages, et la relation aussi entre le niveau d'eau et le débit. Ce 26 août, il est 15h30. L'échelle affiche à son compteur 446. Il y a une constante de 28 cm à ajouter. Nous prenons maintenant cette cote, nous introduisons dans les barèmes 474 qui nous donne un volume de 7 610 m3. Alors que la capacité du barrage est de 6 870 m3. Ce qui veut dire qu'actuellement le barrage est rempli et déverse avec un taux de remplissage de 110,77%. Au Burkina Faso, 100 points d'eau sur plus de 200 sont sous surveillance du service de l'hydrologie. Le suivi est permanent et le relevé des données se fait 2 fois par jour, le matin et le soir. Les informations sont centralisées, traitées et stockées dans une banque de données.
Et pendant la saison pluvieuse, une note d'information est produite par des cadres sur 21 retenues d'eau à l'intention des autorités. Ces données servent au suivi et à savoir un peu les zones d'inondation parce que si vous avez un barrage qui est situé dans une zone d'inondation, l'évolution rapide du niveau vous donne une idée donc sur la situation hydrologique à ce niveau. Comme le contraire aussi, parce que s'il y a manque d'eau, voilà, ça peut se traduire par une baisse de niveau. Et ces données, nous les comparons souvent à l'année antérieure, à la même date, voilà, pour voir effectivement quel est le gap ou bien quel est le surplus excellent qu'il y a entre les deux. Et nous les comparons aussi à une moyenne des 30 dernières années qu'on appelle donc la normale. Par rapport à ça, on peut savoir si nous sommes en deçà, ça veut dire que bon, il faut faire attention. Et cette année, nos réservoirs risquent de ne pas avoir beaucoup d'eau. Donc en termes de maraîchage et autres, il va falloir compter avec ça. Un véritable outil de suivi et de planification qui souffre malheureusement de difficultés. Nos lecteurs là sont munis de téléphone, nous collectons ces données-là par téléphone. Ça c'est vraiment un problème. Souvent il n'est pas là, son portable est déchargé ou il n'y a pas de réseau. Donc on peut faire toute la journée, appeler toute la journée sans le gagner. On est obligé de reporter ce truc-là pour demain. En plus de ça, il y a l'ensablement des retenues d'eau. Tous les barrages sont presque ensablés. Des paramètres qui méritent d'être pris en compte car selon le chef de service de l'hydrologie, des étudiants, chercheurs, bureaux d'études et de nombreux organismes internationaux se servent de ces données pour les besoins de leurs recherches et la planification de leurs projets. La pédiatrie Charles de Gaulle, réconfortée par une visite du personnel féminin de Cotecna. Dans le cadre de leurs activités, les femmes de ce groupe ont témoigné leur reconnaissance au personnel soignant. Aux malades aussi, elles ont exprimé leur solidarité à travers quelques dons qui ramènent le sourire dans la grisaille. Reportage Mokhtar Ouedraogo, Omar Zombré. C'est par ces dons, composés de matériel d'hygiène et d'enveloppes contenant chacune une somme d'argent que ces femmes de la Cotecna, organisées en association, témoignent leur soutien aux malades de la pédiatrie Charles de Gaulle. Le volet social qui nous a amenés ici ce matin pour la visite des tout-petits. Certains d'entre nous ont séjourné ici avec leurs enfants et se sont rendus compte des difficultés que les parents rencontraient, le personnel soignant également rencontrait. Pour le personnel de la pédiatrie, de nombreux malades souffrent du manque de matériel d'hygiène et ces dons interviennent comme une bouffée d'oxygène. Nous avons des malades qui sont là, il y a de cela des mois et ce n'est pas facile. Donc pour ces patients qui se retrouvent hospitalisés dans notre hôpital et qui, sur le plan financier, ont besoin d'un grand soutien. Et même sur le plan psychologique, sur le plan social. Nous profitons donc de ce micro pour lancer un appel à toutes les bonnes volontés pour apporter leur soutien à ces malades hospitalisés. Beaucoup d'enfants viennent ici, mais surtout par manque de moyens. D'autres périssent, ce qui n'est pas aussi joli à voir. Quand on sait qu'il y a les moyens à quelque part, il faut les mettre à la disposition de ceux qui n'ont pas, ceux qui ne peuvent pas les avoir. On tient à remercier vraiment les femmes de Cotecna de tout cœur. Pour le bien-être des malades et des enfants vulnérables, ces femmes de la Cotecna entendent dans les mois à venir multiplier ce genre d'initiatives. Les arts pendant les vacances pour contribuer à l'éveil des enfants et des adolescents. Objectif de l'Académie Vacances Arts. La quinzaine qui s'est tenue entre les 16 et 27 août a permis aux participants de bénéficier des cours d'initiation aux arts plastiques et aux instruments de musique notamment. Urbain Sommet, Aruna Mare, reportage. Les doigts sur les cordes de la guitare, Nadine révèle son talent. La guitare, c'est son instrument de musique, un instrument qu'elle a appris à maîtriser à l'Académie Vacances Arts. Je suis venue ici pour apprendre la guitare. La guitare me plaît bien et je voulais apprendre de nouvelles choses. Donc, ce fut une opportunité pour moi que l'ISCA m'a offert pour venir occuper utilement mes vacances. J'ai bien appris en tout cas beaucoup de choses ici. L'Académie Vacances Arts, ce sont des cours de musique, d'art plastique, d'initiation aux médias et à l'audiovisuel. Dispensée pendant 10 jours, cette formation a concerné une quinzaine de stagiaires dont l'âge est compris entre 7 et 25 ans.
Ce projet est de l'association RIM Falao en collaboration avec l'Institut supérieur du cinéma, de l'audiovisuel, de la musique et du multimédia ISCAM. Formation en faveur des enfants apportée sur des ateliers artistiques, c'est-à-dire les arts plastiques, dessin et peinture, en guitare et ngoni, mais aussi en audiovisuel. Il s'agit d'essayer de permettre aux enfants d'exprimer leur talent au contact des instruments. Parce que vous avez plein d'enfants, surtout ceux qu'on a reçus, qui n'ont jamais touché à ces instruments. Cette 7e édition de l'Académie Vacances Arts a bénéficié du soutien du ministère de la Culture, des Arts et du Tourisme. L'association RIM Falao et l'ISCAM se disent convaincus que les arts ont toute leur place dans l'épanouissement et l'éducation des jeunes. Le premier numéro de Sur la brèche, entretien avec un invité, est prévu ce soir à 18h45 sur nos antennes. Jérémy Sié-Koulibaly reçoit le coordinateur de l'ACE, Dr Marius Ibriga. C'est tout pour cette édition. Merci de votre aimable attention. Bon après-midi sur la RTV.